Aristote a dit un jour que l'or n'était que de l'eau solidifiée dans le sol et mélangée aux rayons du soleil. D'autres étaient persuadés que l'or pouvait être fabriqué à l'aide de la pierre philosophale. Lorsque les Incas ont vu de l'or pour la première fois, ils ont imaginé que ce métal tombant du ciel était les larmes d'une divinité. Mais sa véritable origine semble en elle-même beaucoup plus spectaculaire. Rendons-nous dans un passé très lointain, à une époque où il n'y avait encore ni hommes ni animaux. Une époque où les dinosaures n'existaient même pas encore. Une époque où les formes de vie les plus simples commençaient tout juste à exister. Notre planète ressemblait alors à un immense chaudron rempli d'éléments chimiques. Les éléments, les tremblements de terre et les éclairs se déchaînaient en permanence. C'était il y a environ 3,9 milliards d'années. Au cours de cette période, d'énormes astéroïdes ont traversé notre système solaire. Ils se sont abattus sur Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Il est possible que des astéroïdes soient également tombés sur la Lune et y aient laissé de grands cratères. Une véritable apocalypse s'est produite sur notre planète. Mais heureusement, personne ne l'a vu passer car il ne s'y trouvait pas encore de vie. En parallèle de cette destruction, les astéroïdes ont apporté avec eux des métaux. Mais y avait-il des minerais sur Terre avant cela? Bien entendu. Le noyau de notre planète est principalement constitué de métaux tels que le fer. De là, il se répand dans la croûte terrestre, se mêle au magma, entre en contact avec l'oxygène et se combine avec d'autres éléments. Mais comment ces derniers se sont-ils retrouvés dans notre noyau? De simples atomes d'hydrogène et d'hélium ont fusionné et formé des éléments plus lourds à l'intérieur d'étoiles géantes. Puis des supernovas se sont produites et ont formé de grands nuages de poussière et de gaz. Ces nuages ont atteint notre galaxie et ont commencé à tourner autour du Soleil. Au fil du temps, cette poussière et ces restes d'étoiles ont formé des planètes. L'une d'entre elles était notre Terre. Les métaux qui reposent dans les entrailles de notre planète sont difficiles à obtenir. Et nous n'aurions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui sans cette pluie de météorites qui a constellé la surface de la Terre de minerais. Il existe deux théories. La première suggère que de puissantes explosions de supernovas loin dans notre univers ont formé la plupart des métaux de notre tableau périodique. Pendant l'explosion, une fusion nucléaire s'est produite qui a créé des atomes d'or. Ensuite, l'onde de choc a projeté ces morceaux incandescents dans différentes directions. Ils ont volé pendant longtemps, ont refroidi dans l'espace glacial et ont atteint notre système solaire. Une autre théorie affirme que l'or et d'autres métaux sont apparus des suites de la fusion de deux étoiles à neutrons. Il s'agit de puissantes étoiles, dont la taille est plusieurs fois inférieure à celle du Soleil, mais dont la masse est plusieurs fois supérieure à la sienne. Ce sont des objets dotés d'une force gravitationnelle et d'une densité colossale. Leur collision aurait généré un rayonnement gamma intense, capable de synthétiser de l'or. En 2017, des astrophysiciens ont observé pour la première fois la collision de deux étoiles à neutrons. Ils ont enregistré des traces de métaux lourds, parmi lesquels de l'or, grâce à des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Cette théorie semble donc plus probable. Et si nous allions encore plus loin? D'où viennent les étoiles? Des nuages de poussière et de gaz sont dispersés dans l'univers. Ils se mélangent, se combinent en une seule masse et grossissent comme une énorme boule de neige. Ils se pressent les uns les autres et génèrent une force gravitationnelle. Lorsque toute la matière s'effondre sur elle-même, elle commence à chauffer. Et cette poussée d'énergie crée alors une étoile. Certains physiciens supposent que les étoiles, au cours de leur vie, peuvent produire la plupart des éléments du tableau périodique. Si cette théorie est vraie, alors notre corps est également constitué de particules d'étoiles. Nous découlons peut-être d'une gigantesque supernova qui a explosé il y a des milliards d'années, à l'autre bout de l'univers. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis l'apparition de cette théorie, mais personne ne l'a ni prouvée, ni réfutée depuis. Revenons à notre or. L'un des plus grands gisements d'or au monde se trouve en Afrique australe. Les scientifiques pensent que le précieux métal y est apparu il y a plus de 2 milliards d'années, après la chute d'une gigantesque météorite. Les scientifiques sont aussi persuadés que de l'or repose au fond des océans du monde entier. Entre 10 et 20 millions de tonnes de ce métal précieux pourraient se trouver sous les eaux. Mais il ne s'agit pas de grosses pépites, mais plutôt de minuscules particules dissoutes dans le liquide. L'extraction de cet or serait donc bien trop coûteuse. Découvrons maintenant comment les gens extraient de l'or et le transforment en bijoux. Tout d'abord, il faut trouver des gisements d'or.
de grandes parcelles de terre ou de roches à l'intérieur desquelles l'or est caché. Les mineurs emploient alors des pioches, des pelles et des machines pour extraire des éclats brillants de la roche. Ces morceaux sont ensuite dissous dans un acide spécial qui sépare l'or des autres solides. Ensuite, d'autres substances sont retirées du métal précieux par fusion ou par l'injection de gaz. Lorsque l'or est raffiné, on vérifie sa pureté. 99,9% étant la valeur de référence. Et voilà le travail. Ton or est prêt à servir. Il est possible de le transformer en bijoux ou en composants électroniques. Les métaux les plus rares sur Terre proviennent également des étoiles. Il s'agit du rhodium et de l'iridium. Ils sont plusieurs fois plus chers que l'or, non en raison de leur beauté, mais de leur intérêt pratique. Par exemple, le rhodium et l'iridium peuvent rendre des gaz nocifs inoffensifs. Et 90% de la demande de ce métal provient du marché automobile. Ces métaux sont utilisés dans la fabrication des catalyseurs qui sont nécessaires pour réduire les gaz d'échappement nocifs. Lorsque les substances toxiques produites lors de la combustion du carburant entrent en contact avec ces métaux rares, elles deviennent aussi plus sûres, puisqu'une micro-couche de rhodium et d'iridium est appliquée sur les parois du cylindre. L'or, le platine, le rhodium et l'iridium sont les métaux les plus chers. Mais qu'en est-il des plus durables ? Il est un peu compliqué d'élire un grand vainqueur, car la résistance d'un métal dépend de 4 critères. Tout d'abord, il y a la résistance à la traction. C'est la capacité d'un métal à supporter la rupture. Par exemple, la pâte à modeler a une très faible résistance à la traction, car tu peux facilement l'étirer dans différentes directions. Au sein des métaux, c'est peut-être le tungstène qui est le plus difficile à étirer. Un autre critère est la résistance à la compression. Il s'agit de la capacité d'un métal à résister à une pression quelconque, et dans ce domaine, c'est le chrome qui est l'un des plus résistants. Le troisième critère de résistance des métaux est la limite d'élasticité. Pour la mesurer, il faut fabriquer une tige ou une poutre à partir de n'importe quel métal, puis essayer de la tordre et de la briser. Le métal qui présente la plus grande résistance aura ainsi une limite d'élasticité élevée, et le titane semble tout indiquer pour cela. Le quatrième critère est la résistance au choc. Ce facteur montre à quel point le métal est résistant lorsqu'il tombe ou lorsqu'il est frappé. À cet égard, le fer enregistre d'excellents résultats. Chaque métal a ses propres points forts et ses propres faiblesses. Le chrome, par exemple, a une grande résistance à la compression, mais il résiste mal à la traction. C'est pourquoi l'industrie métallurgique fabrique des alliages de métaux pour combiner leurs forces. Bon, nous avons appris à connaître les métaux les plus rares et les plus coûteux. Et qu'en est-il des autres éléments ? Quelle est la substance la plus rare au monde ? Eh bien voici l'astate, l'élément le plus rare de notre planète. Il y aurait au total environ 25 grammes de cette substance dans le monde entier. Et sa vitesse de désintégration est égale à la vitesse de sa formation. Par conséquent, la quantité de cette substance dans la nature ne change jamais. On a théorisé cet élément dès la fin du 19e siècle et on l'a découvert au début du 20e. Mais même aujourd'hui, après tant d'années, nous savons peu de choses sur celui-ci. En 1869, le créateur du tableau périodique, Dimitri Mendeleïev, a déduit qu'il existait une certaine substance, correspondant au numéro 85 au sein du groupe des halogènes. Ce groupe d'éléments non métalliques comprend des substances telles que le fluor, le chlore, le brome et l'iode. L'astate est donc considéré comme le plus lourd de tous les halogènes connus et le plus semblable aux métaux. Il a un point de fusion bas et conduit mal la chaleur et l'électricité. Il est cassant à l'état solide et a une couleur sombre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne connaissent pas toutes ses propriétés. Il est presque impossible de le trouver dans la nature. Mais les chimistes ont appris à le synthétiser artificiellement. On ne sait pas non plus comment exploiter cet élément, car il est trop radioactif. Mais dans certains laboratoires, les chercheurs mènent des expériences en utilisant l'astate pour traiter les maladies thyroïdiennes. Parmi toutes les planètes du système solaire, notre Terre est unique, car c'est la seule à avoir développé la vie. Mais que se passerait-il si nous avions une concurrente? Et si une deuxième Terre apparaissait de nulle part? Il y aurait alors deux scénarios différents. Le premier est la destruction des deux planètes. Le second a une fin inattendue, mais plutôt logique. Mais commençons par le scénario catastrophe. Une deuxième Terre, avec les mêmes conditions, ne pourrait exister que si elle recevait exactement la même quantité de lumière solaire que notre planète.
L'orbite que suit notre Terre est idéale pour recevoir la quantité nécessaire de chaleur solaire. Si nous étions un peu plus loin, la surface entière de notre planète ressemblerait à l'Antarctique. Et si la Terre était un peu plus proche du Soleil, nous vivrions tous dans un immense désert, peuplé de très rares êtres vivants. Donc, pour que la deuxième Terre soit identique à la nôtre, il faudrait qu'elle suive l'orbite de notre planète. Deux objets massifs peuvent exister à proximité l'un de l'autre. L'union de la Terre et de la Lune en est un excellent exemple. Mais si le deuxième objet était aussi lourd et massif que notre planète, il n'y aurait pas assez d'espace pour les deux. La gravité de deux terres serait un énorme problème. Les deux mondes entreraient en collision car ils seraient tirés l'un vers l'autre. Ce processus durerait des centaines de millions d'années. À la fin, les deux planètes se transformeraient en un seul monde géant. Et leur reste volerait autour de la planète nouvellement formée, ressemblant aux anneaux de Saturne. Ou bien l'une des planètes pousserait l'autre hors de son orbite. Dans ce cas, l'une des terres se précipiterait vers le Soleil et se consumerait comme une allumette. Il est également important de se rappeler que la Terre se déplace à une vitesse de 105 000 km/h en permanence. C'est plus de 80 fois plus rapide que la vitesse du son. Et maintenant, imagine deux énormes planètes qui se dirigent l'une vers l'autre à une telle vitesse. Même un organisme microscopique vivant dans la bouche d'un volcan n'aurait aucune chance de survivre à la collision des deux terres. Même la Lune serait déchirée en morceaux par le souffle de l'explosion. Maintenant, imaginons que la jumelle de la Terre suive une autre orbite, quelque part entre Mars et la Terre. Même dans cette situation, la vie des humains changerait à jamais. À propos, la théorie selon laquelle la Terre pourrait avoir une jumelle est apparue il y a longtemps. Les scientifiques d'autrefois pensaient que la deuxième planète pouvait se cacher du côté opposé du Soleil. Grâce aux technologies modernes en astronomie, nous savons que cette théorie n'est pas fondée. Sinon, nos télescopes et autres équipements auraient déjà capté des signaux de cette planète. Les scientifiques étudient des objets spatiaux à des milliers d'années-lumière de nous. Ils auraient donc certainement remarqué un autre monde dans notre proche voisinage. Quoi qu'il en soit, imaginons que la deuxième Terre existe bel et bien et que nous l'ayons découvert récemment. L'ensemble du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique recevra immédiatement des centaines de milliards de dollars de financement. L'étude de la jumelle de la Terre deviendra un objectif prioritaire. Les experts avanceront des centaines d'hypothèses sur l'apparence de la deuxième Terre et sur ce qui s'y passe. La planète se trouve presque à la même distance du Soleil que nous. Cela signifie que le climat doit y être le même. Bientôt, les scientifiques découvrent que le sosie de la Terre a de l'eau liquide et des continents. Mais ils ne sont pas comme les nôtres. Leur forme et leur emplacement sont différents. Il est très probable que la vie y existe aussi. Mais quelle est son origine ? Il existe une hypothèse selon laquelle la vie sur notre planète est apparue grâce à des acides aminés apportés par une météorite. Il est très improbable que la même chose soit arrivée à un autre monde. La vie y est très probablement apparue de façon totalement différente. Peut-être que les poissons ne sont pas sortis de l'eau sur cette planète et que les premières créatures intelligentes sont apparues dans l'océan. Il pourrait s'agir d'amphibiens avec des écailles et des nageoires ou de monstres ressemblant à des pieuvres avec d'énormes tentacules. Les poissons de la deuxième Terre ont pu sortir de l'eau et développer des membres. Mais s'ils n'aimaient pas marcher sur le sol, alors ce monde pourrait être habité par des hommes-oiseaux intelligents. Ou bien la vie pourrait avoir pris naissance dans les profondeurs du sol. L'évolution aurait alors créé des taupes humanoïdes ou des vers très développés. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques y envoient un rover. Une mission similaire a été un succès sur Mars. Alors il ne devrait pas y avoir de problème avec celle-ci. Les terriens attendent. Que va trouver le rover de l'autre côté ? Il faudra plusieurs années pour qu'il arrive là-bas. Étrangement, 2 jours après le lancement, il revient. Mais ce n'est pas notre sonde spatiale. Pendant tout ce temps, les habitants de la seconde Terre ont aussi observé notre planète. À un moment donné, ils ont aussi envoyé une sonde. Elle est faite des mêmes matériaux que les nôtres. Elle est équipée d'une caméra et d'un appareil d'enregistrement. Mais les terriens sont inquiets car le rover ressemble à une araignée mécanique. Se peut-il que des tarentules géantes vivent dans ce monde ? Les scientifiques comprennent que nous devons communiquer. Nous envoyons à nos visiteurs un signal radio contenant des informations sur notre civilisation. Ils captent ce message et envoient le leur. Il contient des inscriptions étranges qui ressemblent à du charabia. Les linguistes du monde entier essaient de les déchiffrer. Pendant ce temps, les astronomes envoient aux visiteurs un enregistrement de la parole humaine. Quelques jours plus tard, nos satellites captent un message de nos voisins de l'espace avec leur voix.
Les scientifiques sont sur le point de diffuser l'enregistrement. Le monde entier retient son souffle. Et c'est un grognement. Un grognement terrible et absolument incompréhensible. Il comporte des pauses et un rythme inhabituel, mais il ne ressemble en rien à une parole humaine. La planète entière panique. Tout le monde se prépare à une invasion. Le plus important maintenant est de construire des boucliers pour protéger la planète. Personne ne peut décrypter les messages. Il est possible que nos voisins ne nous comprennent pas non plus. Les gens font une dernière tentative pour établir une forme de contact. Nous envoyons une vidéo pour expliquer à nos hôtes, à l'aide de gestes et de signes, que nous ne voulons que la paix et la collaboration. La réponse ne se fait pas attendre. Notre satellite reçoit leur fichier vidéo. Les scientifiques visionnent l'enregistrement et il est choquant. On y voit des dinosaures dans des combinaisons robotisées. La vie sur la deuxième Terre s'est développée de la même manière que sur notre planète. Mais la fameuse météorite colossale n'y est pas tombée. Au cours de millions d'années d'évolution, les dinosaures sont devenus conscients. Dans la vidéo, ils grognent et pointent avec leurs griffes l'image de notre Terre. Puis ils se mettent à grogner encore plus fort. Et... est-ce un rire? L'enregistrement se termine. Les terriens considèrent que c'est l'annonce de l'invasion. Plusieurs années se sont écoulées. Pendant ce temps, les scientifiques ont échangé plusieurs fois des messages avec les dinosaures. Et il semble que nous commencions à les comprendre. Il s'avère que les reptiles veulent aussi la paix. Ils disent que leur planète était autrefois habitée par des humanoïdes semblables aux humains, mais qu'une inondation massive les a anéantis. Les dinosaures ont réussi à survivre et à évoluer vers des êtres intelligents. Il faudra de nombreuses années avant que l'on ne pose le pied sur leur planète. Et lorsque cela arrivera, l'humanité se sentira soulagée en réalisant qu'elle n'est pas seule. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de vie intelligente sur la deuxième Terre? Ce serait une bonne nouvelle aussi. Nous saurions que nous avons un autre foyer à disposition. Peut-être commencerions-nous tout de suite à explorer la jumelle de la Terre ou à exploiter ses ressources pour réapprovisionner les nôtres. Dans tous les cas, nos vies ne changeraient pas immédiatement, car cette Terre serait trop éloignée de notre planète. Des dizaines de générations s'écouleraient avant que les gens ne commencent à s'installer sur la seconde Terre. Notre planète natale serait de plus en plus pauvre en ressources, alors tout le monde voudrait déménager vers le nouveau monde. Au début, seuls les plus riches seraient en mesure de le faire, mais avec le temps, les voyages dans l'espace deviendraient plus abordables. Les gens investiraient probablement beaucoup d'argent pour construire un véritable paradis sur la seconde Terre. Si cela arrivait, nous visiterions ce monde pendant nos vacances, pour respirer de l'air frais et profiter de la nature. Dans tous les cas, la population humaine augmenterait. Cela signifie que tôt ou tard, la deuxième Terre deviendrait aussi peuplée que la première. Et les gens commenceraient alors à chercher une nouvelle maison parmi les étoiles. À propos, si une forme de vie existait sur une planète similaire à la nôtre, elle ressemblerait probablement à des pieuvres. Il existe même une théorie selon laquelle les pieuvres sont arrivées sur Terre depuis un autre monde. Tout animal a plusieurs stades évolutifs de développement. Par exemple, les éléphants et les mammouths descendent d'un ancêtre commun, vieux d'il y a 5 à 6 millions d'années. En regardant encore plus loin, presque tous les mammifères ont évolué à partir d'un ancêtre qu'ils partageaient avec les reptiles. Chaque espèce a évolué pendant des millions d'années. Mais pas les pieuvres. Elles sont soudainement apparues sur l'arbre généalogique. Du point de vue de l'évolution, les calmars devraient évoluer en pieuvres d'ici plusieurs millions d'années. Mais elles sont déjà là. De plus, les pieuvres sont incroyablement intelligentes. Leur code génétique est bien plus diversifié que celui des humains. Ce sont peut-être des visiteurs d'une autre planète semblable à la nôtre. Mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Pour choisir le meilleur métal à utiliser pour l'échange de marchandises, nos ancêtres ont envisagé de nombreux types différents. L'or semblait être un bon choix car il résiste à la corrosion et on peut le faire fondre au-dessus d'une flamme, ce qui permet de l'estampiller comme pièce de monnaie ou de le travailler de toute autre manière. L'or n'est pas si rare, mais il n'est pas facile à trouver et à extraire en grande quantité avec la technologie pré-industrielle. Les géologues pensent que la plupart de l'or présent sur notre planète est venu de l'espace avec les tempêtes de météorites, il y a plus de 2 milliards d'années. C'est l'un des métaux les plus denses de notre planète et les humains en ont extrait environ 180 000 tonnes à ce jour. Si tu veux savoir si le diamant que tu tiens est vrai ou faux, souffle dessus. Le vrai diamant restera transparent, tandis que le faux se voilera. Il y a plus de façons de mélanger un seul jeu de 52 cartes qu'il n'y a d'atomes sur notre planète. Les hippopotames passent environ 16 heures par jour dans les lacs et les rivières pour protéger leur corps du soleil brûlant.
Ce sont d'assez bons nageurs, mais la plupart du temps, lorsque l'on a l'impression qu'ils nagent, ils ne font que marcher ou se tenir debout sur le fond du lac. Le désert du Sahara était autrefois vert à cause des changements constants des rotations orbitales de la Terre. Il y a environ 11 à 5000 ans, le Sahara s'est transformé à la suite de la fin de la dernière période glaciaire. Les dunes de sable sont lentement devenues plus vertes grâce à la végétation qui poussait à cet endroit. Les cavernes se sont transformées en lacs. Environ 3,5 millions de kilomètres carrés de la partie nord de l'Afrique étaient verts, ce qui attirait des animaux comme l'éléphant, l'hippopotame, l'antilope et d'autres. La définition d'un désert inclut de faibles précipitations, ce qui signifie des pluies ou même des chutes de neige très rares. En 1979, le Sahara s'est couvert de neige pour la première fois lors d'une tempête de neige d'une demi-heure. Il y a longtemps, avant l'apparition des arbres, notre planète était couverte de champignons blancs géants. Ils couvraient la majeure partie de la surface et mesuraient 0,9 mètres de large et 7,3 mètres de haut. Un éclair peut atteindre plus de 27 760 degrés Celsius. C'est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. Un plant d'ananas ne fleurit qu'une fois et ne donne qu'un seul ananas. Et il faut parfois 3 ans pour que ce fruit pousse et mûrisse. Au XVIIIe siècle, les frais d'importation des ananas étaient si élevés que le fait d'en avoir un chez soi était un symbole de richesse. Les gens en achetaient un et l'exposaient sans le manger et sans en apprécier le goût. On pourrait faire tenir toute la population de notre planète au Texas sans qu'il y ait trop de monde, puisqu'il y aurait 30 mètres carrés par personne. La superficie du Texas est de près de 700 000 km². Si tu oublies accidentellement que tu as un pot de miel à côté et que quelqu'un le trouve quelques siècles plus tard, il pourra toujours le manger, car le miel fait partie de ces aliments qui se conservent très longtemps. Le miel est riche en sucre et contient peu d'eau. Les bactéries ne peuvent donc pas se développer. Il contient également du peroxyde d'hydrogène qui empêche la croissance des microbes. Des scientifiques ont même trouvé du miel vieux de 3000 ans et encore parfaitement comestible lors de fouilles dans des pyramides égyptiennes. Le riz blanc, le vinaigre, la sauce soja et les légumes secs sont d'autres produits qui peuvent se conserver presque éternellement. L'expression en anglais « bookworm » s'utilise pour désigner une personne qui aime beaucoup lire. Mais en réalité, un ver de bibliothèque, c'est un véritable insecte qui mange des moisissures microscopiques et fait des trous dans les livres mal conservés. Les hermines, également connues sous le nom de souris d'Arménie, ont des tactiques spécifiques pour attraper les lapins. Elles sautent, tournent et se contorsionnent. C'est comme si elles donnaient une sorte de spectacle de danse pour attirer leur attention. Les lapins commencent à apprécier le spectacle tandis que l'hermine se rapproche. Le papier bulle était initialement destiné à servir de papier peint. Voulait inventer un papier peint en plastique avec une sorte de support papier. La tour Eiffel doit être repeinte tous les 7 ans, ce qui nécessite une grande quantité de peinture. La quantité totale pèse l'équivalent de 10 éléphants. Elle grandit également de 15 cm en été car le fer dont elle est faite se dilate sous l'effet de la chaleur. Les arches que tu vois à la base de la tour Eiffel sont là pour des raisons esthétiques. Le projet initial prévoyait 4 grands pylônes à la base pour soutenir l'ensemble de la structure. Les personnes qui construisaient la tour pensaient qu'elle n'avait pas l'air très stable et craignaient que les visiteurs aient peur de monter à l'intérieur. Ils ont décidé d'ajouter les arches autour de la base pour lui donner un aspect plus sûr. Il y a également un appartement secret au sommet de la tour que Gustave Eiffel, le concepteur, s'était destiné. Jupiter a une masse qui est plus de 300 fois supérieure à celle de notre planète. Elle possède également 69 lunes, et certaines d'entre elles ont jusqu'à 60 km de diamètre, mais la plupart font à peine 1,6 km de large. La Russie a une surface plus grande que Pluton, de plus de 388 500 km². La Russie a plus de 10,6 millions de km², alors que Pluton n'a que 10,2 millions de km² de surface. Il est également beaucoup plus facile d'accéder à la Russie. Si on prenait toutes les planètes de notre système solaire et qu'on les rassemblait, elles pourraient tenir entre la Terre et la Lune. La distance moyenne est de presque 386 000 km, et le diamètre total de toutes les planètes côte à côte est légèrement supérieur à 375 000 km. L'océan Pacifique est plus grand que toutes les masses terrestres de notre planète réunies. Certains requins vivent à l'intérieur de volcans sous-marins actifs. Les scientifiques ont découvert ce qu'on appelle des sharkanos, mais ils n'ont pas pu obtenir trop de détails en voyant des plongeurs pour enquêter car bien sûr, c'est trop dangereux. En parlant de requins, ils sont présents sur Terre depuis environ 400 millions d'années, soit environ 50 millions d'années de plus que les arbres. Si tu es quelque part dans la nature et que tu entends le rugissement d'un tigre, ne t'inquiète pas, cela ne signifie pas forcément que l'animal est très proche de toi.
car leur rugissement peut être entendu jusqu'à 3 km de distance. Mais ils sont très rapides. Il est relativement sûr de se tenir sur de la glace de 8 cm d'épaisseur qui recouvre un plan d'eau, car cette largeur est censée supporter une personne. 10 cm de glace sont suffisants pour qu'un groupe de personnes soit en sécurité. Et 90 cm peuvent supporter un poids de 110 tonnes. Les avocats ne mûrissent jamais sur l'arbre. Les agriculteurs utilisent donc ces arbres comme une sorte d'entrepôt pour garder les avocats frais jusqu'à ce qu'ils les cueillent et les vendent. Les étoiles de mer sont des créatures assez fascinantes, sans sang ni cerveau. Cependant, elles possèdent un système nerveux et sont sensibles à certaines choses comme la lumière ou le toucher, mais n'ont pas de cerveau centralisé comme nous. Elles pompent de l'eau de mer dans tout leur corps, ce qui constitue une sorte de remplacement du sang. L'eau apporte des nutriments essentiels qui aident leurs organes à fonctionner. Les étoiles de mer ont des yeux à l'extrémité de leurs bras. Elles ne sont pas capables de voir des détails comme nous, mais elles peuvent reconnaître les différentes nuances de lumière, ce qui les aide à s'orienter dans leur environnement, à se cacher des grands prédateurs ou à chercher de la nourriture. Le vol commercial le plus court du monde se trouve en Écosse, entre deux îles, Westray et Papa Westray. La distance n'est que de 3 km et le vol ne dure que 90 secondes. Passer les contrôles de sécurité prend plus de temps. L'un des peintres les plus célèbres de tous les temps, Vincent van Gogh, n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Aujourd'hui, ces tableaux décorent littéralement tout, des rideaux de douche à des tasses de café aux musées les plus prestigieux. Le plus gros flocon de neige de tous les temps était un géant de 40 cm de la taille d'un frisbee. Un ornithorynque peut te faire subir l'une des piqûres les plus désagréables qu'un être humain puisse connaître, car ces animaux possèdent des glandes venimeuses dans leurs pattes arrière. Ils utilisent un éperon pointu sur leurs talons pour libérer le venin. Les chats ont plus d'orteils sur leurs pattes avant. Comme beaucoup de mammifères à 4 pattes, les chats ont 5 doigts à l'avant mais ils n'ont que 4 doigts à l'arrière. Les scientifiques pensent que cela pourrait les aider à être plus rapides. Si tu pouvais monter dans ta voiture et rouler vers le ciel à une vitesse moyenne de 95 km/h, il te faudrait 1 heure pour quitter l'atmosphère terrestre et atteindre l'espace. Il faudrait être bien préparé si tu décidais de continuer à monter jusqu'à la Lune, qui se trouve à 400 000 km. Cela te prendrait autant de temps que de faire 10 fois le tour de notre planète. Peut-être moins de 6 mois. Emporte un gros déjeuner avec toi.